Bonjour, Diane Saint-Pierre de l'INRS, Institut national de la recherche scientifique. Bienvenue à ce premier panel ce matin. Juste pour vous faire un rappel, hier, on a vraiment traité de la convention de l'UNESCO de 2005, vraiment au sein du Cénacle des experts et des juristes, si on veut, qui ont réussi le tour de force de nous vulgariser vraiment cette convention-là pour les articles majeurs. Oui, tu peux baisser, s'il te plaît, c'est juste ça. Merci. Aujourd'hui, on va donc voir cette convention-là et sa traduction, ou non, et les principes surtout de cette convention et de ses objectifs, des promesses, de ses engagements. Excuse-moi. Non, regarde en arrière, monsieur. Merci. Donc, auprès des communautés de la société civile, on a vu vraiment que dans les discussions d'hier, on se questionne beaucoup aussi sur l'impact, l'influence de cette convention-là. Aujourd'hui, on va vraiment voir, par rapport à sa mise en contexte, à travers une série de conférences qu'on a préparées, conférences pan-canadiennes, qui a commencé, je dois vous dire, à l'initiative de la coalition qui nous a réunis, ça fait quoi, 3 ans déjà? 3 ans et demi? Et on pensait déjà à 2015, au 10e anniversaire, et sur la proposition de Charles, mais de l'équipe de scientifiques ou d'intellectuels qui l'avaient réunis et de Daisy, ils avaient proposé, pourquoi pas, on commencerait par une tournée pan-canadienne avec une série de conférences avec des thématiques très précises qui touchent et qui concernent la Convention sur la diversité, la protection et de la diversité des expressions culturelles, qui était une excellente idée. Donc, on a fait, il y a eu 5 conférences à travers le Canada, 2 à Montréal, à Moncton, à Ottawa et la toute dernière en Colombie-Britannique. Et ici, autour de cette table ronde d'aujourd'hui, on a les responsables de chacune de ces conférences qui a été organisée par des universités, mais auxquelles ont participé quand même des représentants de la société civile, plus largement, des producteurs du secteur culturel, des juristes, des décideurs politiques également. Et ils ont été conviés aujourd'hui, ce matin, à ce panel pour nous présenter ou nous faire état de chacune de ces tables rondes-là qui se sont tenues. On va donc aborder différents thèmes, vraiment. Daniel va nous faire vraiment un bilan de la Convention. Kim Fontaine, l'articulation culture-commerce à l'ère du numérique, d'un sujet qui avait été discuté à Montréal. Aménagement linguistique au Nouveau-Brunswick, le cas que va traiter, entre autres, Anne Robineau sur le rôle des arts et dans le développement durable des communautés. Les nouvelles pratiques culturelles des jeunes, une table ronde qui s'est tenue à Ottawa, et les enjeux pour le milieu créatif et les politiques publiques. Et les impacts et les répercussions de la Convention 10 ans après et les 10 prochaines années. Donc, écoutez, il est 9h, il est 10h, on a déjà 15 minutes qui étaient amputées, donc on est jusqu'à 11h15 où on va avoir une pause café. Donc, je vais demander aux conférenciers de vous en tenir aux 10 minutes qui vous a été allouées. Et après ça... Je pensais que c'était 6. Non. C'est encore mieux. Daniel, c'est encore mieux si tu fais ça en 6, d'accord? Je vais essayer. Pour laisser de la place justement au public de pouvoir échanger avec vous, de vous poser des questions sur justement la tenue de ces tables rondes-là. On va immédiatement commencer. Je vais vous présenter notre premier conférencier, et non le moindre, Daniel Turp, de l'Université de Montréal, qui va nous parler du bilan de la mise en œuvre de la Convention. Donc, le panel qui s'était tenu, c'est le tout premier d'ailleurs, il lançait le bal, si on veut, en septembre 2013 déjà. Daniel est diplômé de l'Université de Sherbrooke. Il est professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Montréal. Il est aussi professeur invité à l'Université Laval, qu'il connaît bien. Il a également été enseignant et chercheur invité dans plusieurs universités québécoises et étrangères, ainsi qu'à l'Académie de droit international de La Haye et l'Institut international des droits de l'homme de Strasbourg. Il est président de l'Association québécoise de droit constitutionnel, président du Conseil de la Société québécoise de droit international et du Conseil d'administration du réseau francophone de droit international. Daniel est également, a fait une carrière au niveau de la politique. Il a été député du Bloc québécois à la Chambre des communes du Canada de 1997 à 2000, et puis député du Parti québécois à l'Assemblée nationale du Québec de 2003 à 2008.
Donc, Daniel va nous entretenir, comme je vous disais, il va nous présenter un peu le bilan de la Convention, le sujet qui avait été la première table ronde à Montréal. À toi. Très bien. Merci, Madame la Présidente. Je prends juste 30 secondes de mes 6 minutes pour féliciter la Coalition, pour dire que moi, je suis très fier de la Coalition parce qu'elle est aussi nourrie par de mes étudiantes là, qui deviennent des chevilles ouvrières. Il y avait Amélie Vaillancourt d'abord, puis là, il y a maintenant Daisy Boustany. Je les ai formées dans ma salle de cours, dans un cours de maîtrise en études internationales où je fais de la place à la diversité culturelle puis à l'examen de la Convention pour que mes étudiants et mes étudiantes sachent que c'est important, cette Convention. Et bravo là, pour l'organisation de ce colloque. Moi, mon rôle est modeste, c'est celui de présenter des recommandations, en fait, qui sont issues de ce premier événement qui avait eu lieu à Montréal le 27 septembre 2013, qui lançait le bal. On était plusieurs, Véronique, Gilbert et d'autres qui avions conseillé Charles sur les thèmes et les lieux des conférences. Et la première parlait de la mise en œuvre de la Convention, d'un bilan de la mise en œuvre de la Convention. Mais c'est allé beaucoup plus loin que ça. Et en fait, on a plutôt parlé de ce qui devait se faire et ce qu'on devait surveiller dans les prochaines années plutôt que le bilan. On n'a pas fait ce que M. Bernier a fait hier, par exemple, un bilan institutionnel qui était très, très bien fait. Si on passe à la prochaine diapositive, il y avait 3 séances, diversité des expressions culturelles et accords commerciaux vers une affirmation culturelle renforcée. Une deuxième, enjeux et potentialités du numérique. Déjà, ça apparaissait important. La Convention à l'ère de l'exemption culturelle 2.0. Et une dernière séance, moi, je me rappelle d'avoir pensé et trouvé que c'était la plus intéressante. Il y avait d'ailleurs une jeune femme là, qui nous avait complètement séduit par l'intérêt qu'elle avait et les idées qu'elle avait sur la culture. J'en parlerai tout à l'heure. Acteurs et structures de la gouvernance participative au prisme de la transversalité intersectorielle, de la coopération, de la territorialité, des relations avec les citoyens. Je ne sais pas si c'est qui a inventé ce titre-là, Charles, là, mais... La première séance, c'était Gilbert. Pierre-Marc Johnson avait été sur une vidéo, je crois. Il nous avait fait une prestation intéressante. Il avait pris beaucoup le temps de parler de l'état de la négociation de la GCE. Puis Solange aussi avait pris la parole pour nous parler de ce que la DISC et ce qu'elle pensait comme coprésidente de la Coalition pour la diversité culturelle. Et il y avait 4 recommandations qui avaient émané de notre discussion. Il y avait l'idée qu'il fallait poursuivre un travail d'éducation visant à réconcilier commerce et culture parce que c'était pas évident que les gens comprenaient encore bien la relation, puis comment il y en avait une, mais qu'il y en avait une qui ne devait pas toujours être une relation aux dépens de la culture. Il y avait aussi un accent mis sur l'importance de la société civile, son rôle de surveillance, son rôle important en matière de surveillance des gouvernements et des positions qu'ils prennent dans les négociations, puis des actes qu'ils posent dans leur Parlement et lorsqu'ils adoptent des politiques et des programmes gouvernementaux. Et on s'est intéressé beaucoup au moment où on tenait la conférence aux négociations qui étaient en cours là, sur la GCE, puis ça continue d'être très pertinent comme on l'a vu hier. On a parlé aussi de la stratégie culturelle numérique et l'importance que la société civile avait aussi en regard de cette stratégie. L'idée de maintenir la cohésion du monde culturel, collaborer avec des unions sympathisantes, la société civile dans les autres États, y compris, je me rappelle bien, dans les États qui ne sont pas partis à la Convention, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays qui, même s'ils sont présents à des événements, boudent encore quand même la Convention. Il a été question de la Chine. La deuxième séance mettait en présence Véronique, Gilles Simard du ministère de la Culture, Jean-François Bouchard de l'Association nationale des éditeurs du livre. Et notre souvenir, c'est qu'il y avait beaucoup été question de l'idée d'établir des réseaux lorsqu'il s'agissait du numérique, qu'il fallait travailler avec la France, avec l'Union européenne, d'autres partenaires qui avaient les mêmes préoccupations pour que finalement, on n'échappe pas le numérique lorsqu'il s'agit des enjeux de la diversité culturelle, puis comment on allait inclure ou ne pas inclure d'exemption culturelle dans le numérique, dans les conventions à venir.
Et l'idée, c'est qu'il fallait exercer des pressions en rappelant que les obligations internationales contenues dans la Convention, dans les premières directives opérationnelles et d'autres instruments étaient ou allaient dans le sens qu'on devait s'assurer que les traités, son interprétation, puis d'autres instruments allaient assurer la protection de la diversité à l'ère du numérique et dans le développement du numérique. Et l'idée, c'est qu'il fallait donc rappeler systématiquement l'enjeu de cette diversité dans des négociations commerciales nationales. Et je me rappelle qu'il y avait aussi eu le rappel que c'est pas juste international, la protection de la diversité des expressions culturelles, ça peut être aussi national, régional, local. Il ne faut pas perdre de vue que, même s'il y a une convention puis des instruments nationaux qui régissent la diversité culturelle, c'est des actions nationales qui vont en assurer la protection de cette diversité, parce qu'on peut renoncer à la protéger nous-mêmes, même s'il y a des obligations, ou ne pas mettre en œuvre notre obligation de la protéger. Et enfin, dans le troisième séance qui rassemblait Christian Poirier, notre amie Nathalie Maillé du CAM, Rodney Saint-Éloi, le poète, l'éditeur, et cette jeune femme qui, moi, m'avait beaucoup impressionné, Karine Vincent. Et il y avait été beaucoup question de la gouvernance en matière culturelle, l'idée qu'il faut travailler bien plus fort à assurer une gouvernance plus participative, représentative, dynamique, démocratisée, la participation en partant du bas vers le haut. Et Nathalie Maillé avait vraiment réussi, elle aussi, à nous convaincre que des gestes peuvent être faits pour démocratiser la culture et la participation, en donnant des exemples de ce qu'il faisait au Conseil des arts de Montréal. Et Karine Vincent nous avait aussi parlé d'une pratique de l'éco-fête qu'elle organisait et qui nous démontrait jusqu'à quel point c'est possible, si on fait l'effort, de bien démocratiser puis d'assurer une gouvernance plus participative de la culture. Puis enfin, il y avait un certain nombre de recommandations générales qui avaient été formulées. En titre de rapporteur, je les avais présentées à la toute fin du colloque en tentant de faire une synthèse de ce qui était un peu difficile parce que c'était tellement large, on ratissait tellement large. Mais une des choses qui transparaissait, c'est la réclamation de plus de transparence dans les négociations. Puis peut-être qu'il y a eu quelques avancées dans la transparence. On a même un texte maintenant qu'on peut regarder, un texte consolidé, là. Il y avait aussi, qui est public sur un site du ministère des Affaires étrangères du Canada, l'idée de veiller à la cohérence des positions du Canada et du Québec en regard de leur législation. Est-ce que vraiment on est toujours aussi cohérent qu'on le veut? De s'intéresser à l'allocation des ressources de l'État en matière culturelle. Et on est toujours en train de parler de l'idée d'essayer de préserver les acquis et de m'assurer que les budgets de nos ministères de la culture, du patrimoine ne diminuent pas. Il y en avait été question. Développer des outils indicateurs de la diversité, réfléchir à des mesures proactives, et ça se terminait encore avec l'idée du rôle essentiel de la société civile et comment elle devait faire l'évaluation et le suivi des recommandations, et notamment s'intéresser à l'examen des rapports périodiques. Ce n'était pas juste l'affaire des États partis d'en faire, c'était l'idée que la société civile, si elle veut jouer le rôle que la Convention lui donne, on lui confère, c'est qu'elle doit faire cette évaluation, ce suivi. Alors voilà, c'est un peu le résumé. Puis s'il y en a jamais qui sont intéressés, j'ai consacré un cours de l'Académie de droit international, moi, à la diversité culturelle. C'est un cours qui a été donné en 2005, qui a été publié juste en 2012. Ça m'a pris du temps de rendre mon manuscrit. Et c'était au moment où la Convention était en cours d'adoption, à la toute fin de son adoption. Je me rappelle avoir d'ailleurs consulté Véronique sur ces questions à la fin, où on a eu une belle rencontre au Jardin du Luxembourg, si elle s'en rappelle. Je lui demandais les derniers détails avant que le vote ne se prenne en octobre. Et j'ai publié cet article. Et juste un dernier mot, je vous ai envoyé à quelques-uns ce matin. J'ai profité d'une adresse électronique commune, là, des articles qui concernent la culture dans la GCE. Puis, si vous voulez en parler, je n'avais pas fait l'exercice, moi, d'aller voir
toutes les dispositions qui concernent la culture dans l'AGCE. Et on pourrait continuer le débat là-dessus parce qu'il y a des choses que j'ai vues, que j'apprécie, mais il y en a d'autres que j'apprécie un peu moins. Et je pense qu'il y a un devoir de clarté et de précision sur ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, ce qu'on protège bien ou moins bien dans ce projet d'accord, dont je vous rappelle qu'il n'est même pas encore signé, là. Cet accord-là, il n'est même pas encore signé. Et tout le monde pense qu'il est signé, tout le monde pense qu'il est ratifié, qu'il existe. C'est un projet. Puis il y a des débats sur les clauses des investissements là, chez les amis français et allemands qui font que peut-être qu'il va devoir changer dans son texte. Mais sur la diversité culturelle, il n'est pas encore signé non plus. Alors, merci. Alors, merci Daniel. Je pense que, Daniel, tu vas pouvoir revenir avec ce type de questions-là, avec d'autres panels, entre autres les États partis et peut-être le panel à toute fin qui aura une table ronde avec les ex, là, mais qui suivent sûrement encore ce dossier-là de la Convention et sa mise en œuvre. Donc, on pourra peut-être ramener ça sur la table. Pour respecter, si on veut, notre horaire, on va donc passer immédiatement à la deuxième présentation de Kim Fontaine-Stransky de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal, qui était en charge de la deuxième table ronde, qui s'est tenue à Montréal le 14 mars 2014, de mémoire, c'est ça, et qui portait sur l'articulation commerce et culture à l'ère du numérique. Donc, tout un débat qui fait un peu suite à la première table ronde que Daniel avait organisée. Une petite présentation de Kim. Elle est candidate au doctorat en sciences politiques, relations internationales à l'Université Laval et directrice adjointe du Centre d'études sur l'intégration et la mondialisation à l'UQAM. Elle détient une maîtrise en sciences politiques de l'Université McGill et un baccalauréat de l'Université Dalhousie à Halifax. Ses recherches portent sur le phénomène de la juridicisation dans les relations internationales et le design institutionnel des accords commerciaux, hein, en particulier dans le domaine des services et des industries culturelles. Elle travaille actuellement sur la question de l'articulation du commerce-culture, télécommunication à l'ère du numérique. Alors, également, Kim, 10 minutes. Est-ce que tu as un PowerPoint? Oui. Parfait. Merci, Mme Saint-Pierre. Merci aussi aux organisateurs du colloque et aussi à la Coalition pour avoir organisé cette série pan-canadienne de tables rondes. Au CIM, on était très, très heureux de pouvoir collaborer, participer à cette série pan-canadienne. Donc, effectivement, la table ronde d'articulation commerce-culture à l'ère du numérique s'est tenue le 14 mars 2014 à l'UQAM. L'objectif de cette table ronde-là était d'élaborer une réflexion commune sur les pistes de solutions pour assurer une diversité des expressions culturelles à l'ère du numérique et aussi alimenter les réflexions en cours à l'UNESCO sur ce sujet. On a abordé 3 thématiques pendant la journée. La première portait sur les tendances, défis et nouvelles approches de la consommation culturelle à l'ère du numérique. Le deuxième atelier faisait place à la relève, donc donner la parole aux jeunes chercheurs dont les recherches se penchent sur les questions liées spécifiquement aux enjeux du numérique et aussi de la gouvernance de l'Internet. Et la troisième thématique portait sur les résistances et les opportunités des technologies de l'information et des communications pour la gouvernance de l'axe commerce-culture à l'ère du numérique. Je vais aller très rapidement, donc vous m'excuserez, ça va être un peu en rafale, mais on pourra prendre le temps par la suite de discuter des différents constats et pistes de solutions que nous avons trouvés. J'ai fait une synthèse de la synthèse, mais la vraie synthèse, elle est disponible sur le site de la Coalition pour la diversité culturelle et sur le site du CIM. Alors, le premier atelier, consommation culturelle à l'ère numérique, tendances, défis et nouvelles approches, était présidé par Jean-François Bouchard, directeur au groupe d'édition Bayard et président de l'ANEL, donc l'Association nationale des éditeurs du Québec. Ce panel était formé de membres des associations du milieu culturel, donc des gens des milieux culturels. Les principaux constats qui ont émané de cet atelier, le premier, c'est qu'il y a un décalage entre les besoins du milieu, les mesures législatives actuelles et les lois du marché prennent de l'ampleur et justifient vraiment l'empressement d'essayer de s'entendre sur une définition de l'objet numérique
On pourra en revenir, ça c'est aussi en lien avec la question de produits numériques, le digital product dans les accords commerciaux, dont a été fait mention hier. Le deuxième constat, l'offre légale en ligne ne représente pas une source significative de revenus et ne permet pas de compenser la baisse des revenus de vente physique. Solange Drouin l'a d'ailleurs mentionné pour le milieu de la musique hier. Et cette situation s'explique notamment parce que la monétisation des œuvres culturelles sur Internet est difficile. Il y a une culture vraiment de la gratuité qui est attribuable au numérique. Troisième constat, l'évolution rapide de la consommation des œuvres dans l'univers numérique a dépassé le rythme d'adaptation de la gestion des droits d'auteur. Donc aussi une question très, très importante pour les milieux culturels. Donc ce phénomène a pour conséquence qu'il est maintenant vraiment difficile de retracer l'utilisation des œuvres culturelles sur Internet. Parmi les pistes proposées dans ce panel, on a vraiment parlé de la nécessité, voire même de l'urgence de poser des gestes concrets pour développer un cadre législatif ou à tout le moins l'adapter aux nouvelles technologies. Et ces gestes devraient viser en priorité la législation entourant les moyens de répartir les revenus entre les créateurs, les consommateurs, les distributeurs et les détaillants de biens et services culturels. Et ceci impliquerait de responsabiliser les nouveaux acteurs comme les fournisseurs d'accès Internet, chose qui n'est pas facile à faire. La deuxième atelier, donc Fenêtre sur la relève, était présidé par Jonathan Roberge, professeur et chercheur adjoint à l'Institut national de recherche scientifique ici à Québec et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les nouveaux environnements numériques et l'intermédiation culturelle. Cet atelier a permis de constater que l'exigence de la diversité des expressions culturelles est actuellement pratiquement inexistante dans les accords commerciaux bilatéraux et régionaux. Par ailleurs, les produits culturels dans ces accords commerciaux sont traités dans des chapitres, dans les chapitres du commerce transfrontière des services, investissement, commerce électronique et télécommunications. Donc, les répercussions d'un tel basculement sont importantes, mais sont encore difficilement saisissables. Et on en a eu un petit extrait hier pendant le panel avec les praticiens. Ils ont parlé justement de cette méthode de négociation chapitre par chapitre et où se trouvent les chapitres ou les obligations qui se rapportent aux biens et services culturels. Et enfin, un des grands enjeux de gouvernance de l'Internet, en lien avec l'articulation commerce-culture à l'ère du numérique, concerne l'affectation des revenus par la redevance exigible aux utilisateurs et aussi la protection et la surveillance des données personnelles. Et aussi, ici aussi, M. Johnson, hier, a mentionné, et j'ai beaucoup aimé, que le numérique ne touche pas nécessairement juste la culture, mais touche toutes nos vies. Et donc, la question de la protection des données personnelles des utilisateurs et des créateurs de produits culturels sur Internet est aussi une question que nous avons abordée et que nous devons continuer à discuter. Je crois, je ne sais pas le temps, je crois que je vais sauter peut-être au dernier atelier. Le dernier atelier était « Résistance et opportunités des technologies de l'information et de la communication pour la gouvernance de l'axe commerce-culture à l'ère du numérique ». Donc, ce panel-là a permis de susciter une discussion sur les organisations internationales qui sont vouées à la régulation de la culture, mais aussi aux autres domaines connexes. Donc, l'OMPI, la propriété intellectuelle, l'Union internationale des télécommunications aussi. Les questions qui ont été abordées, c'est faut-il adapter les instruments existants? Si oui, comment? Faut-il en créer des nouveaux? Le panel a été présidé par Gilbert Gagné, professeur de sciences politiques à l'Université Bishops et expert sur les questions notamment de culture et de commerce. Et le panel avait aussi pour objectif de regrouper des chercheurs vraiment de divers milieux. Donc, c'était très multidisciplinaire. On avait un professeur de sciences politiques, on avait droit, Mme Guévremont en droit. Nous avions aussi François Aubin de l'UQTR en communication. Donc, on essayait vraiment d'avoir un aspect multidisciplinaire. 3 constats importants qui se sont dégagés de ce panel-là. Premièrement, l'interaction entre les domaines des télécommunications, de la culture et de la propriété intellectuelle est grandissante depuis la fin des monopoles de la télécommunication rendus possibles par la déterritorialisation d'Internet. Un deuxième constat, la dématérialisation des contenus culturels à l'ère du numérique pose la question de l'application du droit des États d'adopter des politiques culturelles
à la lumière du concept de neutralité technologique prévu dans la Convention. Et ce concept-là, prévu dans la Convention, fait en sorte que la Convention demeure un instrument pertinent pour la protection de ce droit, mais qu'il faut trouver un moyen de l'adapter sans la modifier au numérique. Troisième constat, les modèles d'exclusion à la libéralisation dans les négociations commerciales se multiplient. Il y a plusieurs modèles. Et globalement, ce qu'on remarque, c'est que les engagements à libéraliser le commerce des biens et services sont en augmentation. Les pistes de solutions apportées, dans un premier temps, il semble opportun d'identifier les interactions qui pourraient permettre la construction de passerelles entre le droit international de la culture et le droit international du commerce à l'ère du numérique. Il s'avère aussi nécessaire de s'interroger sur les outils juridiques potentiels qui pourraient inciter les États à intégrer les technologies numériques, les technologies de l'information dans la mise en œuvre de la Convention. Donc, comment appliquer la Convention à l'ère du numérique? Pour ce faire, il a été proposé, donc, lors du colloque du mois de mars, de favoriser la coopération internationale pour démontrer le lien fondamental entre le renforcement des capacités des États en développement et aussi la question du numérique. Le numérique, le renforcement des capacités ne passe pas à côté du numérique, mais implique vraiment le numérique. On a terminé la journée par une séance plénière qui a été coprésidée par Solange Drouin et Michèle Rioux, la directrice du CIUM. Et deux conclusions sont ressorties de cette séance plénière-là. Donc, la première, on a discuté du phénomène de la transnationalité. De plus en plus, depuis hier, on parle de l'interconnexion entre les différents secteurs, mais l'interconnexion entre les différents secteurs et entre les différents acteurs, entre les différentes organisations internationales, implique le phénomène de la transnationalité. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que le transnationalisme vient compléter ou supplanter les approches de régulation au niveau national et international? Donc, on a lancé un appel pour continuer de réfléchir sur la façon justement d'établir des ponts entre ces différents milieux qui sont en silo, qui travaillent en silo depuis des années, donc télécom, propriété intellectuelle, culture et commerce. Et il y a aussi un consensus entourant l'absence d'indicateurs de la diversité culturelle. Comment mesurer la diversité culturelle? Est-ce que le fait que Internet permet une plus grande ouverture au contenu culturel de l'extérieur étranger dans un pays, est-ce que c'est ça la diversité culturelle ou est-ce que le fait d'ouvrir nos frontières fait en sorte, comme Solange Drouin l'a mentionné hier, un plus gros rouleau de compresseur? Donc, qu'est-ce qui est exactement défini comme la diversité culturelle à l'ère du numérique? Je conclus rapidement. Comme vous pouvez voir, le numérique est un phénomène qui est très important, mais suscite beaucoup plus de questions que de réponses présentement. Donc, une des plus grandes conclusions qui est ressortie de ce colloque, c'est de poursuivre la réflexion. Et d'ailleurs, je profite de ma tribune ici, pour vous annoncer que depuis hier, donc il y a une étude que le CIUM a fait sur justement l'application de la Convention à l'ère du numérique. C'est une étude qui a été commandée par le ministère des Affaires étrangères de la France. Et cette étude est maintenant disponible en ligne depuis hier. Donc, je n'ai pas beaucoup le temps d'en parler maintenant. On en parlera pendant les discussions, mais je vous invite. Il y a la dernière... si vous pouvez mettre la dernière... juste pour... Voilà, donc c'est pour une culture en réseau diversifié. Donc, j'invite tout le monde à y prendre part. Merci beaucoup. Alors, merci Kim, vraiment, vous avez tenu le temps quand même, à 1 minute près, donc vous respectez. Je voulais vous rappeler aussi que à peu près tous les rapports de nos rapporteurs, si on veut, de ces différentes tables rondes-là, sont sur le site de la coalition, mais aussi dans le cahier des participants que vous avez reçu une clé USB. Donc, vous pourrez prendre connaissance de façon plus détaillée un peu de leur rapport comme tel. On va donc passer immédiatement à notre troisième conférencière, au panéliste, Anne Robineau, qui va venir nous parler de l'aménagement linguistique et culturel dans la francophonie canadienne, mais surtout à travers l'exemple du cas du Nouveau-Brunswick.
Une brève présentation d'Anne. Anne Robineau est directrice adjointe de l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques à Moncton. Ses recherches l'ont amenée à explorer des questions relatives au public, des arts, de la culture, aux professions artistiques et à la création musicale au Québec et au Canada. À l'Institut canadien, elle mène des recherches sur les arts et la culture et sur l'éducation et sur l'immigration, ainsi que sur les politiques culturelles et linguistiques au sein des minorités francophones du Canada. Donc, Anne, elle est représentante de l'Institut canadien à la Commission sectorielle culture, communication et information de la Commission canadienne pour l'UNESCO. Elle est aussi co-responsable pour le Nouveau-Brunswick de l'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française. Elle possède des connaissances de terrain approfondies de la francophonie canadienne et internationale. Donc, Anne, je pense que tu peux commencer, puis on va te rattraper avec le PowerPoint. Alors, bonjour à tous et à toutes. L'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques, c'est donc un institut national qui est situé à l'Université de Moncton, mais qui est indépendant de l'université, et qui étudie les minorités de langue officielle, c'est-à-dire les francophones à l'extérieur du Québec et les anglophones au Québec. Et donc, j'avais une carte. C'est comme une... C'était pour nos amis qui venaient de l'international. J'avais mis une carte, mais ça a l'air d'un cours de géographie 101, mais c'était juste pour vous montrer un peu, situer pourquoi on parle d'aménagement linguistique et pourquoi c'est aussi important pour des minorités. Alors, voilà la carte. Donc, on a donc 2 langues officielles, 10 provinces, 3 territoires, une seule province officiellement francophone, le Québec, et une province bilingue, officiellement aussi, le Nouveau-Brunswick, et aussi des langues autochtones qui ont un statut particulier. Et puis, il y a juste un institut pour les étudier, donc l'Institut canadien de recherche sur les minorités linguistiques. Il y a des minorités dans toutes les provinces, et même dans les territoires, vous avez des écoles francophones dans le Grand Nord, où vous pouvez avoir une éducation en français. Alors, si on peut mettre la diapo suivante. La diapo suivante, ça montre la dispersion des francophones dans le Canada. Donc, plus les points sont verts, plus il y a de francophones. Et vous pouvez voir sur ce vaste territoire comment ils sont dispersés. Donc, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles rappelle spécifiquement que la diversité linguistique est un élément fondamental de la diversité culturelle et réaffirme le rôle fondamental que joue l'éducation dans la protection et la promotion des expressions culturelles. C'est pourquoi, lors de la série, de la journée d'études organisée à Moncton le 24 septembre dernier, dans le cadre de la série pan-canadienne, nous avions choisi de réunir des acteurs de différents horizons pour discuter de cet instrument sous un angle précis. Donc, il s'agissait de parler de l'aménagement culturel et linguistique et du développement durable des communautés par les arts et la culture. Et quand je dis « nous », donc c'est la coalition, mais aussi ma collègue et amie qui est présente ici, Marie-Thérèse Landry, qui est du Conseil provincial des sociétés culturelles, donc un organisme culturel du Nouveau-Brunswick. Donc, pourquoi associer ces termes? Qu'est-ce qu'on poursuivait comme objectif? Donc, dans une province bilingue comme le Nouveau-Brunswick, il faut s'imaginer que la question de l'aménagement de la langue est plus qu'un concept. C'est vraiment un sport national que chacun pratique à sa façon, que ce soit en planifiant des politiques publiques, en réalisant des recherches sur la langue, en militant pour l'affichage bilingue, ou tout simplement en osant commander son café au français au Tim Hortons
au risque de se faire dire « Sorry, I don't speak French ». Donc, l'aménagement linguistique, c'est un peu de tout cela. Mais bon, pour revenir à une définition plus scientifique du concept, on dit que l'aménagement linguistique désigne toute intervention d'une instance nationale ou internationale ou d'un acteur social qui vise à définir les fonctions ou le statut d'une langue ou de plusieurs langues en concurrence sur un territoire ou dans un espace donné, mais aussi à standardiser et à instrumentaliser une ou plusieurs langues pour les rendre aptes à remplir les fonctions qu'on leur a assignées. Donc, dans le cadre d'une politique linguistique prédéfinie. Donc, l'aménagement linguistique, grosso modo, implique la mise en œuvre d'une politique linguistique qui intervient sur le statut de la langue et sur son corpus. Et ça revient donc à planifier le rôle que cette langue continuera de jouer dans une société. C'est pourquoi le statut d'une langue renvoie autant aux mesures adoptées pour la protéger, que ce soit des mesures constitutionnelles, juridiques, législatives, mais aussi aux attitudes linguistiques. Donc, quel est le lien entre l'aménagement linguistique et le développement durable de la culture ? Aménager une langue, c'est faire des choix sur la façon dont elle se transmet. C'est aussi encourager les produits, la production, la diffusion des produits culturels et des œuvres qui en découlent. C'est la rendre accessible sur un vaste territoire, comme vous pouvez voir sur la carte, où la population est dispersée, mais aussi maintenant de plus en plus à travers les médias numériques. Donc, un groupe linguistique peut être en situation minoritaire, comme c'est le cas pour les francophones et les acadiens, mais aussi pour les membres des Premières Nations. Ainsi, le rôle des arts et de la culture et l'usage de la Convention dans l'aménagement linguistique et culturel peut rejoindre différents groupes. Alors, la question qu'on s'était posée, en fait, lors de cette journée, comment faire pour encourager le développement culturel dans le respect et la diversité des expressions des populations ? On sait que le concept de développement durable est désormais articulé au sein de plusieurs politiques publiques au Canada. Et en fait, en étant inscrit au cœur de la Convention, ça fournit des bases d'un argumentaire sur lequel peuvent s'établir les fondements d'instruments normatifs tels que des politiques publiques sur la langue, l'éducation et la culture, donc des politiques dont ont témoigné certains participants à notre journée. Aussi, pour les gens qui viennent de l'international, au Canada, la culture est au cœur de plusieurs champs de compétences qui relèvent tantôt de politiques fédérales, tantôt de politiques provinciales et territoriales, et voire municipales évidemment. Et tout ça se chevauche et des fois entre en contradiction. Et donc, vous avez différentes expertises qui émanent de ça et différentes actions et mobilisations collectives. À l'instar de la société québécoise, chez les communautés francophones hors Québec, ces politiques publiques renvoient aussi à des conceptions différentes du rôle de la culture dans le maintien du fait français. On l'envisage des fois comme levier économique, comme outil d'affirmation identitaire, qui peut servir aussi à l'éveil artistique. On y mêle aussi des questions de multiculturalisme, d'interculturalisme, de diplomatie culturelle, etc. Donc, lors de la journée d'études organisée en septembre, il y a quelques stratégies du Nouveau-Brunswick et du Québec qui ont été présentées afin de montrer comment certaines politiques publiques s'inscrivent à la fois dans la définition d'une spécificité culturelle et dans la préservation de la diversité des identités. On peut mettre la prochaine diapo. Je vais changer de PowerPoint, je pense que je n'ai pas la dernière version. Excuse-moi. Non, c'est beau. Non, c'était ça. C'était ça? Okay. Oui, je n'ai pas vu que tu avais changé. Ainsi, il y avait la chercheure, par exemple, les chargés de cours Virginie Prouc de l'UQAR, l'Université du Québec Rimouski, qui a montré comment la culture, comme moteur de développement territorial durable, pouvait constituer un nouveau paradigme pour l'action publique, à condition que le dynamisme de la scène culturelle locale soit appuyé adéquatement par les pouvoirs publics. Et pour ça, elle a mis en fait en relief, elle a avancé un concept
de multifonctionnalité du territoire. En fait, l'idée était de ne pas concevoir des projets démesurés en fonction de la taille de la population et des mouvements, je dirais, de migration via le tourisme estival. Cette intervention aussi fait écho à celle de la professeure à l'école de loisirs de l'Université de Moncton, Selma Zayan-Galia, qui a proposé une réflexion sur le tourisme patrimonial au Nouveau-Brunswick. Elle a notamment montré un fait intéressant sur les infrastructures culturelles et patrimoniales qui sont surtout en fait visitées par la population du Nouveau-Brunswick sans que le potentiel, disons, soit exploité pour développer un tourisme culturel externe. Diane Saint-Pierre, qui était là aussi, nous a parlé de la culture comme facteur de développement et de renforcement de la communauté, en parlant donc de l'expérience des individus comme citoyens. Ils pouvaient donc intervenir dans la mobilisation pour encourager certaines politiques culturelles et le développement aussi local d'événements liés aux arts et à la création. Il y a aussi ensuite eu des intervenants du Nouveau-Brunswick qui ont présenté leur propre politique publique, notamment quelqu'un du ministère de l'Éducation, Sophie Lacroix, qui a présenté le cas en fait de la nouvelle politique d'aménagement culturel et linguistique du Nouveau-Brunswick. Elle a notamment exposé comment la construction de l'identité francophone et acadienne était un pilier de la stratégie éducative de cette province pour assurer un développement durable de la culture de la minorité francophone. Ensuite, vous avez à d'autres niveaux, notamment municipal, des gens qui sont intervenus pour montrer comment ils soutenaient la culture locale. Bon, quelqu'un de la ville de Moncton qui a donné des exemples très concrets à travers le festival multiculturel de la ville, donc le festival littéraire Fry. Vous avez aussi des gens du ministère du Tourisme, du patrimoine et de la culture de la province qui ont également fait état de la politique provinciale et d'une politique du livre. Vous avez ensuite, c'est très intéressant, des pratiques exemplaires qui ont été exposées par des intervenants communautaires de la province et aussi du Québec. Donc, il y avait donc Marie-Thérèse Landry, donc la directrice générale du Conseil provincial des sociétés culturelles, qui est là, qui a notamment donné l'exemple du tournée d'ateliers de création littéraire intergénérationnelle. Vous avez aussi une jeune femme, Pauline Abel, de la Fédération des jeunes du Nouveau-Brunswick, qui a parlé d'un concours très populaire là-bas, Accro de la chanson, qui a permis à plusieurs jeunes de faire valoir leurs talents musicaux et un peu de sortir de cette insécurité linguistique qui est propre aux minorités francophones. Aussi, il y a d'autres expériences de réussite, là, de la mise en valeur du talent et des expressions culturelles régionales, comme celle, par exemple, d'une agente de développement culturel du Congrès mondial acadien, qui a montré comment différents acteurs se sont mobilisés pour mettre en valeur le patrimoine de leur village, utiliser l'espace aussi créé pour des activités intergénérationnelles en reproduisant des maisons, en tout cas du siècle dernier. C'était des témoignages très touchants. Vous avez aussi, j'ai vu qu'elles étaient là hier, des gens de l'Abitibi-Témiscamingue qui ont partagé un projet très élaboré de politique culturelle locale. Le projet s'appelle Culturat. Je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, j'en suis sûre, et qui mise sur les qualités, les compétences et les valeurs de différents acteurs engagés à mettre en valeur leur territoire et leur patrimoine. Et ça inclut vraiment une diversité d'acteurs, des entrepreneurs, des éducateurs, etc. Et vous aviez des gens aussi, puisqu'on est dans les provinces maritimes, des gens de la Gaspésie et des îles de la Madeleine qui ont présenté leur politique culturelle. Et enfin,
quelqu'un de Vaudreuil-Dorion qui a témoigné du changement de perception vers des citoyens un peu marginalisés de sa région et qui avait mis il avait mis en place divers projets de médiation culturelle, donc vraiment des actions très ciblées, très concrètes. Et donc, en fait, dans tous ces témoignages, c'était quand même une journée assez intense. Et ce qui est ressorti, c'est plutôt... en fait, c'est une grande conviction, celle de faire de la culture un moteur de changement social et d'amélioration de la qualité de vie des individus. Les participants à la journée ont pu faire le lien entre des pratiques très locales et les enjeux de la Convention, mais une partie d'entre eux ne connaissaient même pas vraiment très bien cet outil. Donc, on a finalement eu un événement d'initiation pour certains d'entre eux à la Convention. Et aussi, il y avait l'intervention en début de journée de monsieur Jean-Pierre Blackburn, qui était à l'époque l'ambassadeur du Canada en France auprès de l'UNESCO, et aussi celle de Charles Vallerand et Daisy Boustany, qui ont permis d'inscrire, de situer les actions collectives locales en faveur du développement durable à travers leur exposé sur la Commission canadienne pour l'UNESCO et sur la Convention en tant que telle. Moi, ce que j'ai retenu de ça, c'est toute la mobilisation collective qui a vraiment émergé, en fait, les valeurs en fait, de la Convention plus que l'instrument normatif en tant que tel. Ensuite, il y a beaucoup de débats qui peuvent se prolonger sur les limites de la Convention pour des minorités linguistiques qui ont peut-être moins, des fois, l'occasion de s'investir dans les décisions qui ont plus de conséquences sur leur place au Canada. Et il y a toute une question de droit aussi individuel versus les droits collectifs qui émanent aussi de la façon dont est constituée cette convention qui apporte certaines limites. Alors, vous pourrez me poser des questions sur ce dernier point qui est autre chose que ce qui a été débattu lors de la journée. Merci. Alors, merci Anne. De toute façon, sur cette question-là des minorités linguistiques, je pense que Catherine va te rejoindre un petit peu en discutant aussi des questions des Autochtones et les minorités linguistiques, la Colombie-Britannique. Mais entre-temps, on va écouter Sharon. Pour signaler les gens de la BTB que tu parlais du projet qui avait été là, ils sont dans la salle. Voilà, si vous voulez discuter avec elles de leur projet que moi, j'avais entendu également à Moncton, qui était fort intéressant, l'expérience qu'ils vivent. Donc, allez leur parler à la pause, sont très intéressantes à écouter. Randa Napki et Sonia de Montigny, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va passer au quatrième compte-rendu, celui de Sharon Janot, que je connais pour avoir déjà travaillé avec elle. Sharon, qui a tout un parcours, elle va venir nous parler, entre autres, de nouvelles pratiques des jeunes. Il faut en parler des jeunes qui sont la relève et qui vont vivre avec cette convention internationale et qui vont falloir qu'ils travaillent aussi à la mise en œuvre à long terme. Donc, elle va venir parler des défis, des stratégies et des enjeux pour les milieux créatifs et pour les politiques publiques. Sharon, une brève présentation, qui a une longue carrière au sein de la fonction publique fédérale, mais qui est aujourd'hui rattachée à l'Université d'Ottawa comme chercheur senior au Centre sur la gouvernance de l'Université d'Ottawa. Elle a été de 2005 à 2007 chercheur senior, responsable, même on peut dire ça, conseiller principal du défunt Observatoire culturel canadien, qui était une formidable observatoire à l'époque, très dynamique, qui avait beaucoup d'excellents projets pour faire connaître, entre autres, les politiques culturelles. Je me souviens qu'on avait réalisé un contrat pour mettre en ligne toute l'histoire des politiques culturelles des provinces canadiennes. Et bon, voilà, ça a tombé dans des coupures comme bien d'autres coupures au niveau du fédéral. On pourrait parler aussi des statistiques culturelles, etc. Mais bon, c'est une autre histoire. Tout ça pour dire que ça continue. Donc, Sharon a été, si on veut, conseillère principale de cet observatoire-là avant qu'il ferme. Avant ça, elle avait été quand même aussi directrice ou responsable de la recherche comparative au département stratégique
à Patrimoine canadien, je pense. Oui, c'est une direction de Patrimoine canadien. Elle a publié plusieurs recherches, une variété de sujets. C'est vraiment quelqu'un qui a couvert beaucoup de sujets, entre autres sur les changements des valeurs culturelles canadiennes, entre autres au sein de la société canadienne. Elle a travaillé aussi auprès d'instances internationales sur les concepts de développement durable au sein des communautés. Elle a travaillé aussi de mémoire, il me semble, pas pour l'UNESCO. Tu avais eu un contrat à l'UNESCO. En tout cas, tu pourras nous expliquer un petit peu ça. Elle a aussi travaillé sur une publication avec Monica Gattinga, Caroline Andrew et Will Straw sur la culture. On veut le concept de citoyenneté culturelle, hein, qui a été publié en 2005 par les presses de l'Université d'Ottawa. Je ne sais pas si tu l'as emmené, ton ouvrage. Mais en principe, on avait demandé aux gens d'emmener leur ouvrage pour qu'on puisse les consulter à la fin, donc je ne sais pas. Fait que voilà, Sharon, il est 10h44. Je te laisse 10 minutes pour nous parler justement de la pratique culturelle des jeunes, les défis, les enjeux pour les milieux créatifs, mais aussi les politiques publiques. Merci, Diane. Est-ce qu'on peut m'entendre? Okay, good. Well, first of all, I'd like to thank Charles and the Coalition for giving us the opportunity to contribute to this process of celebrating the 10th anniversary of the convention. And I would like to thank the Université Laval for the invitation to speak today. This beautiful wooden room donated by Kruger in Forestry Industries, I'm sure. I am conscious of the irony, first of all, of me making a presentation on youth cultural practices. I hope that you will accept that even if I'm no longer part of that demographic, I can still report on it and what we've learned about this topic. By way of background, I should say that on October 10th, 2014, last year, the Coalition on Cultural Diversity and the University of Ottawa organized a seminar on this subject. It was held in Ottawa as part of an international conference on social theory, politics, and the arts. And we were very fortunate to have a broad range of presenters from the cultural, the educational, the municipal, and the federal sectors. And we explored in great depth the policy challenges posed by youth cultural practices. I'm not going to go into a great deal of detail about each presentation. Rather, I'm going to try and take a more thematic approach. But I should say before I start that out of all of these presentations and discussions, a rather central paradox emerged. We found that despite youth's increased access to the internet and to all the digital content that is available on it, barriers to cultural participation by youth continue to exist, and in some cases, they appear to be growing, both for the young people who are producing cultural content and the young people who are consuming it. Now, the keynote speaker, Alan Brown, who is the principal of Wolf Brown Associates, observed that the traditional ways of producing and exploring various art forms are becoming less effective, and in many cases, as he said, I quote, "the pathways seem to be broken." And I thought that was a great title for this presentation, hence Broken Pathways. As I said, I want to take a thematic approach, so I'm going to look at these three things: youth practices and cultural consumption, youth practices and cultural producers, and youth cultural practices and their implications for public policy. First topic. We heard from a number of participants who were actively involved in programs to encourage youth cultural participation. Some were working within the school system, particularly to bring artists to schools or to teach skills such as playing musical instruments or reading for pleasure. And I may say that a lot of young people are not reading for pleasure anymore. It's being taught as a technical skill, not as a cultural skill. Others presenters were working outside the school system, and many of them were working with marginalized youth in order to promote their social inclusion. A message that most of them repeated to us again and again
was that there's very little foundational understanding of the cultural tastes and interests of youth. That makes it difficult to assess how these cultural tastes are acquired and how they are transmitted. There's very little information or data as well that would help us measure the impact of artistic and cultural programming in schools. So there's a great deal of work and a great deal of research to be done in this area. Some speakers stated that youth were quite engaged in cultural practices, but these cultural practices are not recognized by the mainstream artistic disciplines. I'll talk a little more about that in a minute, but just to say that the kinds of practices that are emerging among youth don't neatly fall into the categories that policy currently divides into. Many speakers acknowledged that the personal and the public benefits of engaging youth in cultural and artistic activities are great, but they also noted that teachers are very, very overburdened. And in some cases, arts education has been eliminated from the curriculum because of budget cuts. There have been surveys conducted in Toronto and Montreal, at least Charles assures me that there have been, that have shown that there's little support for arts education except for youth at risk. So there are some policy challenges faced there. Moving very quickly along to the second set of thematic strategic themes I'd like to discuss are youth, cultural practices, and cultural producers. Several of the presenters observed that youth are not simply consumers of culture, but are becoming increasingly active as producers of content through a variety of channels and technologies. And these speakers explored the impact that this is having on cultural policies that promote access by youth, cultural policies that accommodate new forms of creativity, and cultural policies to support young arts professionals. Now, several speakers, not just one, several, highlighted research indicating that YouTube is the primary internet portal used by youth. And they commented how free downloading of content was negatively affecting artists' incomes. I think we all heard about that, and Kim has alluded to it in her presentation. Just one example, one researcher, Coletti, noted that new delivery mechanisms such as music streaming services are paying such low rates to artists, and here I quote, he said that you need about 230,000 spins of your song every month. That's about 7,700 plays per day in order to earn the minimum wage for just one person. And, you know, even Céline Dion can't get that number of hits, I think. So this is having a very negative effect on young artists, many of whom are musicians, who can't earn money through the traditional means anymore of producing records. We won't go there. That's a whole other subject. Many cultural organizations are trying to use digital technologies such as social media to build new audiences. But a lot of them have not opened the doors to young people to participate in digital cultural production in a proactive way. One participant stated quite bluntly, based on her research, that a new generation of artists is moving away from traditional organizational structures and ways of working. She indicated that not only new ways of engaging audiences are needed, but also new structural models and funding practices that are more focused on building the kind of flexible collaborations that new young artists are working in, and building the relationships among disciplines and with the audience that would help promote a more balanced form of cultural production. Finally, last theme, youth cultural practices and their implications for public policies. Well, this was quite a rich discussion, and I'm just going to touch on a few areas. Many of the participants noted that, well, you know, as I said, very little is known about how youth acquires cultural capital.
and how they use it. This whole idea of the young people increasingly accessing and producing cultural content through internet portals like YouTube was discussed many times. Now, the question arises, does this mean, this YouTube production, that they're going to lack appreciation for and understanding of content that is presented in other ways? Or does it simply mean that this is simply another way of appreciating cultural content? Now, one very interesting example, which I talk about in my paper, which is on your USB strip, is the whole a website for the Orchidstra program. Now, Orchidstra is a program in Ottawa that is based on the Venezuelan Sistema system, which is intended to encourage marginalized youth to learn to play an instrument and to play in an orchestra. There's a big program in Ottawa where marginalized children in deprived neighborhoods are learning musical instruments. The website for this program has a place where the children can post YouTube videos of themselves playing in this orchestra. So